ce qui compte aujourd'hui, c'est l'univers de la fiction. Il a publié d'abord dans Fictional Worlds, en anglais, en 1986. Donc, Thomas Pavel, avec Ruben Doschel, Marilyn Ryan, a introduit la théorie narrative de la logique des mondes possibles. Et c'est un tournant capital dans les recherches narratives aujourd'hui. Donc, il va nous parler de l'univers de fiction et pas l'univers de la fiction. Peut-être, je me demande si la disparition de cet article définit peut-être une signification. L'univers de fiction, c'est vrai, oui, il faut corriger. Oui. Alors, merci beaucoup pour cette occasion qui me fait beaucoup d'honneur de parler à la jeune génération de l'univers de fiction 30 ans après, il y a longtemps. Donc en fait, disons que le premier article sur les univers de fiction a été en fait publié en 1975, presque il y a 1000 ans. On écrivait 1,9 avant la date, maintenant on écrit 2,0. Et je vais essayer de vous présenter de manière pas trop formelle et surtout, comme je ne suis pas vraiment d'ici, je suis d'ailleurs, et je ne serai pas aussi systématique et parfait qu'on l'est ici à Paris, donc soyez indulgents. Et je voudrais parler un tout petit peu de la manière dont j'ai perçu le contexte intellectuel dans les disciplines humaines pendant les années 70 85, donc il y a à peu près 30-40 ans. On disait à l'époque, il y a une immense révolution, et je voudrais parler un peu de cela. Et surtout, quand on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé à cette époque-là, surtout en France, il ne faut pas oublier qu'il y avait comme une sorte de conflit déjà au niveau philosophique entre le monisme. C'était une période où le monisme était encore très très fort. Il commençait à céder un tout petit peu aux États-Unis, mais ailleurs il y avait encore beaucoup de prestige opposé à certains types de dualisme. Et le monisme est le projet d'une unité de la science. Toute la science, toutes les disciplines doivent suivre les mêmes méthodes, avoir le même vocabulaire, avoir les mêmes notions. Et une variété importante de ce monisme a été ce qu'on appelle le behaviorisme, le comportementalisme. À savoir, au nom de l'unité des sciences, on considérait que la seule chose vraiment connaissable chez l'être humain, c'est son comportement. Je sais que vous avez tous des têtes avec des trous où il y a des yeux qui ont l'air de... Elle-même, elle sourit, voilà, il y a la bouche qui fait comme une petite... Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il y a un trou noir dedans. Et la seule chose qui compte pour les behavioristes, c'est le comportement. C'est le comportement. Et donc, le sens, la réflexion, la pensée, etc., c'est de la spéculation. Et plus vite on se débarrasse, et mieux on connaîtra l'être humain. Le sens n'est rien d'autre que des variations du comportement perceptible. C'est de là qu'en linguistique, on a bâti à l'époque, dans les années, fin des années 40, début des années 50, un courant très important qui a eu une influence immense ici en France, qui s'appelait le distributionnalisme. Le distributionnalisme. Et la personne qui l'avait lancé, c'est Zelig Harris, un grand linguiste par ailleurs, le professeur de Noam Chomsky. Zelig Harris. Qui s'intéressait simplement à la distribution réciproque des différents éléments dans une phrase, et même plus loin qu'une phrase dans les discours, et le sens d'un mot, le sens du mot, mettons, je ne sais pas, tarte aux pommes, du terme tarte aux pommes, ne vient pas de la tarte aux pommes que ce mot désigne, absolument pas, puisqu'il ne faut considérer que le comportement, chaque mot a un sens grâce à la distribution dans l'ensemble
de toutes les phrases prononcées dans la langue en question. Comme si notre cerveau inconnu quelque part dans notre cerveau, il y a une sorte d'instrument qui calcule immédiatement la distribution de chaque élément, et c'est cette distribution-là qui donne un certain sens à chaque mot, à chaque bout de phrase, y compris d'orthographe. C'est donc une réaction très très forte contre un ensemble de dualismes en vogue à l'époque, un ensemble de dualismes, de philosophie, de réflexion qui soutenait, à juste titre à mon avis, qu'on ne peut pas réduire la pensée, le comportement humain à un seul niveau. Et je me rappelle, dans ma jeunesse, il y avait quelque chose comme 4 ou 5 dualismes, dont certains sont encore vivants. Il y avait d'abord l'historisme idéaliste. C'était pas Hegel, on était en train d'abandonner Hegel ici en France. Cependant, Dilthey était encore très important. Les gens disaient Dilthey. Et ceux qui osaient l'avouer lisaient un traité apocalyptique qui s'appelait Le déclin de l'Occident, d'un historiste allemand des années 20-30, Oswald Spengler, qui prévoyait la fin de ce qu'il appelait, lui, l'Occident. Il y avait aussi un historisme matérialiste, à savoir le marxisme. Le marxisme qui avait un peu plus de bon sens que l'historisme idéaliste, et qui regardait non seulement la splendeur du monde des idées, mais regardait aussi, comme vous le savez très bien, la structure économique dont la superstructure culturelle, on nous expliquait, dépendait, ou dépend, en jouissant quand même d'une certaine indépendance. Ce qui n'était pas du tout faux pour le XIXe siècle, parce qu'évidemment, on peut dire Balzac regarde la société qu'il regarde et écrit ce qu'il écrit, précisément à cause des mouvements révolutionnaires, des guerres napoléoniennes, d'un changement profond de la structure économique de la société. Mais j'avoue que dans ma jeunesse, tout en étant persuadé par l'importance du marxisme pour le XIXe siècle, j'avais des doutes concernant le XVIIe siècle, parce qu'on nous expliquait à l'époque, je ne sais pas si on vous permet encore de lire des auteurs comme Pascal, Racine, etc. Est-ce que c'est possible ou c'est déjà interdit? Ça viendra bientôt. Il y avait donc, Pascal, c'est un grand penseur assez pessimiste, un grand moraliste assez pessimiste, et on nous expliquait que dans Pascal, ce qu'il représente, c'est les conflits entre la noblesse de robe et la noblesse d'épée. En France, moi, en Roumanie, je ne savais même pas ce que c'était la noblesse de robe et la noblesse d'épée, ça ne m'intéressait pas tellement. Et cependant, Pascal me parlait directement à moi. Okay. Je compte aussi le vitalisme qui existe encore. Le vitalisme, à l'époque, était une philosophie partagée par les disciples lointains de Schopenhauer, par Nietzsche, par Bergson, en France ici par Peggy. C'est la vie dont émane la force créatrice qui est au centre de leur attention. Nietzsche est encore lu, même on vous oblige de le lire à l'école, faites très attention. La phénoménologie et l'existentialisme étaient vraiment jeune et fort. On lisait Husserl, Heidegger, Gabriel Marcel, Sartre, Lévinas venait de commencer à être connu, Merleau-Ponty. Et il y avait aussi le thomisme, c'est-à-dire la philosophie catholique fondée sur l'aristotélisme médiéval. Jacques Maritain et Étienne Gilson ici écrivaient encore, et quelqu'un de plus jeune, de très intéressant encore, Joseph Pieper en Allemagne. Alors, l'argument contre tous ces gens-là, c'est qu'ils n'étaient pas scientifiques. Oui, c'était pas scientifique, c'est vrai. Et l'auteur qu'on lisait le plus dans ma première jeunesse, disons que j'avais déjà presque 30 ans j'ai découvert Karl Popper grâce à
Noam Chomsky, le linguiste Chomsky, qui était un disciple, en grande partie, de ce philosophe Karl Popper. Un philosophe qui venait d'Autriche. Il représentait en quelque sorte l'élan scientifique du cercle de Vienne dans une forme un peu plus modérée. Et il a été surtout très important dans la lutte de l'époque contre l'historisme. Pour lui, la pensée historique n'a aucune valeur. Okay? Un livre qui m'a beaucoup impressionné dans ma jeunesse s'appelait « La pauvreté de l'historisme » de Karl Popper. J'avoue, je l'ai relu l'année dernière, il y a 2 ans. Je ne pouvais pas croire que j'avais aimé cela, c'était pas sérieux, je m'excuse, voilà. Peut-être vous aussi, vous allez voir en certain moment dans votre vie, vous allez abandonner les croyances que vous avez maintenant, mais tenez-y fort maintenant. En même temps, puisque ce type de monisme anti-historique était souvent très grossier et brutal, difficile à croire à ce que disait, à ce qu'enseignait un Zelig Harris, et même les polémiques anti-historiques de Karl Popper. Il y a eu dans ma jeunesse au moins 3 dualismes scientifiques, c'est-à-dire des réflexions qui n'essaient pas de réduire l'être humain à son comportement, mais laissent la place pour quelque chose d'autre. Il y a comme une sorte un double niveau de la réflexion, double niveau qui permet peut-être, même on verra cela, d'introduire une dimension historique. Et je vous le dis tout de suite, les 3 étaient Chomsky en linguistique, un philosophe américain que je ne sais pas s'il est connu en France, c'est un philosophe tout à fait extraordinaire. Il s'appelle Wilfrid Sellers, et qui a été actif dans les années 60. C'est lui le fondateur de l'école de Pittsburgh. L'école de Pittsburgh, si vous la connaissez, bon, sinon, renseignez-vous, c'est une école extrêmement intéressante, une des plus fortes, c'est un des plus forts départements de philosophie encore maintenant aux États-Unis, et qui doivent beaucoup à ce penseur, Wilfrid Sellers. Et enfin, un peu dans une génération plus jeune, mais bon, quand même beaucoup plus vieille que la génération qui vient avant lui, c'était Hilary Putnam. À Harvard, ok. Alors, Chomsky était à MIT. Alors, ce que Chomsky enseignait était encore assez proche du scientisme de Karl Popper, mais c'est lui qui s'est rendu compte que le distributionnisme qui étudie le langage à un seul niveau, celui de la succession des éléments et de leur distribution réciproque. Il y a un seul niveau, et le sens, si ça existe, doit être déduit à partir de cette distribution réciproque à ce seul niveau. C'est Chomsky qui se rend compte qu'au fond, pour expliquer, pour représenter la réalité, même syntaxique, au niveau syntaxique le plus simple de la langue, on n'arrive même pas à la sémantique, il faut poser, au-delà de ce qu'on voit à ce niveau, un niveau plus profond. Et il distingue entre structure superficielle et structure profonde. Je vous donne un exemple très simple. Le garçon a dévoré la tarte aux pommes. Et la phrase « la tarte aux pommes a été dévorée par le garçon » est le résultat d'une transformation. Le passif vient de la phrase active par transformation. Il y a un rapport entre les deux qui permet à Chomsky de dire qu'il y a comme une sorte de structure profonde où cela
se passe et où cette transformation a lieu. Il y a ensuite Wilfrid Sellers qui fait la distinction extrêmement importante, vous verrez par la suite, entre l'image scientifique du monde et l'image manifeste du monde. La salle où nous sommes, nos places, toute notre vie telle qu'on l'aperçoit, fait partie de l'image manifeste du monde. L'image scientifique sera peut-être très très différente. Et la distinction entre les deux niveaux est très importante parce que l'image scientifique évolue sans arrêt. L'image scientifique évolue sans arrêt. On nous raconte par exemple que quand j'étais jeune, on nous racontait que il y a une nouvelle glaciation qui arrive. Maintenant, l'image scientifique nous explique qu'au contraire, la planète est en train de chauffer de manière dangereuse. Ou encore, jusqu'il y a quelques semaines, on nous expliquait qu'il y a des trous noirs partout. Il y a une matière noire. Okay? Hélas, ce n'est plus vrai. Il y a une nouvelle hypothèse qui est beaucoup plus intéressante. Au niveau mathématique, elle est parfaite, bien entendu, mais aussi au niveau de la physique. Elle explique tout ce qu'il y a autour de nous, en modifiant un tout petit peu une des lois de Newton d'une manière assez plausible. On ne peut pas entrer dans cela, mais on n'a pas besoin de cette invention monstrueuse, la matière noire. Donc, l'image scientifique progresse sans cesse. L'image manifeste reste la même, ou elle change très très peu. L'image manifeste change très très peu. Je ne sais pas si vous lisez peut-être Sophocle, mais on se sent très proche de ce qu'il décrit, lui. Il y a des milliers d'années que cela s'est passé. Bon, c'était les mêmes soucis. Qui est mon papa, qui est ma maman? Est-ce que c'est vraiment cela? C'est peut-être quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis vraiment leur fils? Et le monsieur que j'ai tué, qui elle était? Je ne sais pas, mais c'est des aspects de l'image manifeste qui changent beaucoup plus lentement, s'ils changent. Et enfin, Hilary Putnam, dans les années 60, fait la distinction extrêmement fine. C'était un cognitiviste, une distinction très fine à l'intérieur de l'esprit humain, en disant qu'il s'agit d'une organisation double. Il y a le cerveau, bien entendu, mais on peut bien observer le cerveau, on ne va pas tout connaître, parce qu'il y a le cerveau comme organisme, hein, n'est-ce pas, ce qu'il appelle le hardware, okay? Et il y a aussi les programmes dans le cerveau, les software. Et, tout comme dans les ordinateurs, on a les deux, dans notre cerveau, c'est la même chose. Il défend donc l'indépendance de ce qu'il appelle les sciences morales. Il traduit Wissenschaft par science morale, science de l'esprit, science morale, ou discipline. Ou science, c'est pas bon. Wissenschaft ne veut pas dire science, veut dire que connaissance. Enfin, ici vous avez adopté le terme science, mais en réalité, c'est des disciplines morales, des disciplines de l'homme. Donc, ce que je voyais dans nos disciplines littéraires, c'était d'abord une continuation glorieuse de l'historisme, le retour des écoles scientistes, monistes, dites structuralistes, et une nouvelle variante du structuralisme, disons, on devrait l'appeler quand même un peu extrémiste, qui proposait la linguistique comme discipline phare dans les sciences humaines. Et c'était Roman Jakobson qui l'a prêché. J'ai connu Roman Jakobson. Je dois vous dire que contrairement à ses prétentions scientifiques, c'était un illuminé. Il parlait comme un illuminé, il était toujours dans une sorte de transe. Ses yeux regardaient des deux côtés opposés, et avec sa main qui était toujours au-dessus, il prêchait. C'était vraiment, il aurait dû être un prédicateur puritain au XVIIe siècle, c'est un peu tard. Et c'est lui qui a converti Lévi-Strauss à cette idée
bizarre à mon avis que la linguistique est la seule parmi nos disciplines à avoir atteint le seuil de la science. Mais dans les études littéraires, quand même, en dépit de, disons, au-delà de cet extrémisme linguistique, il y avait la narratologie, il y avait une discipline nouvelle qui s'était développée, qui a été lancée, en vrai dire, ici à Paris, à partir de quelques travaux de folkloristes russes comme Vladimir Prop ou américains comme Alan Dundes. Et la partie qui m'intéressait le plus dans cette discipline de la narratologie, c'était la moitié, ou disons, qui s'occupait de l'analyse des intrigues, plot structure, l'analyse des... Il y avait aussi une autre partie très respectable qui étudiait la rhétorique de la fiction, la manière d'arranger un peu ce qu'on appelait ici en France le discours de la littérature, qui a été fondé par Wayne Booth aux États-Unis dans les années... C'est l'école de Chicago. Et ensuite a été continué et développé ici en France par Gérard Genette. J'ai employé ces méthodes quand j'étais étudiant vers la fin de mon cycle de maîtrise. Non pas tellement parce que... Bon, c'était intéressant parce que c'est un tout petit peu rigoureux que le blabla habituel en littérature. Mais j'avoue que tout comme Tsvetan Todorov, qui est un peu plus âgé que moi, et qui était en Bulgarie à côté, on avait tous les deux le même bonheur en employant le structuralisme, à savoir, en littérature, c'était un peu dangereux parfois, parce que c'était une discipline idéologique et on pouvait faire des fautes idéologiques assez graves, et ça pouvait avoir, malheureusement, certaines conséquences. J'ai eu des collègues qui ont été exclus de la faculté pour toutes sortes de raisons. Tandis que si on parlait au niveau de la linguistique, je ne sais pas, de la métaphore en tant que neutralisation, j'ai écrit une étude sur cela, une neutralisation sémantique, et on pouvait publier cela, c'était moins dangereux, on avait même une certaine fierté. Je me rappelle que quand j'étais jeune, dans cette étude sur la métaphore qui a été publiée, j'ai fait plein de citations d'auteurs qu'on n'aurait absolument pas pu citer. Il y avait de belles métaphores de Paul Claudel, le poète catholique français. Personne n'aurait osé parler de Claudel à l'époque. Moi, j'étais très fier. Voilà une balle tirée dans la lutte contre l'oubli. Mais en même temps, je ne pensais absolument pas qu'il s'agit là d'une révolution profonde et que les études littéraires devront à tout jamais être structuralistes. Au contraire. Et c'était un développement intéressant, si vous voulez, d'une partie auxiliaire. C'était une belle tout comme la stylistique, c'était une aide importante à l'analyse littéraire. Les études formelles, je me disais, doivent rester subordonnées, doivent servir, comme on disait à l'époque, en tant que moyen à la compréhension du sens. Et c'est pour cette raison-là que, un peu plus tard, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'analyse des intrigues, dans surtout appliqué aux tragédies de Corneille au début, et un peu plus tard à des tragédies élisabéthaines anglaises, c'était parce que je me rendais compte, et c'est pas faux, que ces analyses rigoureuses de l'intrigue vous permettent de vérifier la validité de certaines interprétations littéraires. Ça aide en quelque sorte l'interprète à ne pas improviser des choses qui sont trop improbables. Et je vais vous donner tout de suite un exemple. Je n'ai pas travaillé personnellement sur Hamlet, mais la grammaire de l'intrigue que j'ai développée, que j'ai appelée malheureusement une grammaire narrative, et Gérard Genette a attiré tout de suite l'attention, il avait raison d'ailleurs, que narrative veut dire appliqué à une narration, mais les pièces de théâtre ne sont pas des narrations. Mais enfin, je suis désolé, ce que je voulais dire, c'était
la syntaxe des intrigues. Et je vous donne un exemple pour voir à quel point ça peut quand même aider l'interprétation. Vous connaissez tous, bien entendu, la tragédie de Shakespeare, Hamlet. Et vous savez que Hamlet est dans la situation peu enviable de devoir venger l'assassinat de son père par son oncle. Meurtre dans la famille, dans les familles royales. Les rois dans les monarchies européennes étaient au-dessus des tribunaux. Donc la seule possibilité, c'était d'exercer, disons, sa propre volonté et de tuer le coupable. Il s'assure que le roi et le nouveau roi est coupable. Et il ajourne. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il ne se décide pas. On a interprété ceci de mille manières, mélancolie, il y a même des interprétations freudiennes. Mais si on travaille un tout petit peu sur la structure de l'intrigue, et si on regarde, pas seulement Hamlet, mais aussi les autres tragédies de la vengeance, qui était un sous-genre de la tragédie élisabéthaine à l'époque, on voit que ces tragédies de la vengeance avaient toutes à peu près la même structure. Il y avait au début un crime qu'il fallait venger, et la personne qui était responsable de la vengeance ajourne pendant le deuxième, troisième, quatrième acte, pour toutes sortes de raisons. Pourquoi? Pour que à la fin du cinquième acte, soit d'une violence épouvantable qui laisse 90% des personnages morts sur scène. Comme dans Hamlet d'ailleurs. Vous vous souvenez, dans Hamlet, tout le monde meurt. Ils meurent tous à la fin brusquement. Donc Shakespeare était en train de respecter une structure de l'intrigue qui faisait partie de ce... ça nous permet de limiter un petit peu l'arbitraire des interprétations. C'était nécessaire d'ajourner, et la mélancolie de Hamlet, ses sauts d'humeur, sont là, introduits par Shakespeare pour rendre un peu plus vraisemblable cet ajournement qui, dans d'autres tragédies, de l'époque, n'a absolument aucun sens chez lui. Il réussit à leur donner quand même un peu de sens, quoi que chez Shakespeare aussi, on ne comprend pas pourquoi, absolument pas pourquoi Hamlet commet certaines erreurs, mais ce n'est pas nécessaire de l'interpréter. Il devait faire cela à cause de ce qu'on pourrait appeler de nos jours, si vous voulez, les règles du métier. Les règles du métier lui demandaient de faire ceci. L'analyse structurale de l'intrigue permet de voir un tout petit peu comment fonctionnent ces règles du métier. Mais je dois dire que le sous-titre de mon ouvrage, La syntaxe narrative des tragédies de Corneille, était Recherche et proposition. Parce que je voulais suggérer qu'au fond, ce ne sont que des possibilités, ce n'est pas une nouvelle ère qui s'ouvre, ce sont des études auxiliaires, hélas, je dois dire. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur considérable. Et l'erreur était la suivante. J'ai cherché à appliquer la syntaxe transformationnelle de Chomsky, la structure de la phrase, selon Chomsky, à la structure de l'intrigue. Et j'ai fait cela parce qu'à l'époque, les gens pensaient que le récit, et je cite Barthes ici, le récit est une grande phrase. Donc je me suis dit, oui, c'est sûrement vrai, ça vient de Paris, ça vient de Barthes. Le récit est une grande phrase. On va appliquer la syntaxe de la phrase au récit, et ça donne. Disons, c'est pas si mal que ça. Mais par la suite, je me suis rendu compte que le récit n'est pas une grande phrase. Un récit n'est pas une grande phrase. Une phrase est une suite de mots. Un récit est une suite d'actions. C'est très très différent. C'est très différent. Et je veux vous raconter pourquoi je crois que ce que je dis maintenant a un certain sens. Voilà. C'est que j'ai passé j'étais déjà au Canada, j'ai passé
un semestre sabbatique à Cambridge, Massachusetts. Je suis allé écouter les cours de Chomsky et j'ai parlé même à Chomsky. Je lui ai expliqué un petit peu comment j'ai appliqué sa syntaxe à la tragédie de Corneille. Et il a été pas très content. Il n'a pas été très content parce que Chomsky avait l'ambition de construire un modèle qui ne s'applique qu'aux langues naturelles et qui vous dit exactement ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous parlez l'anglais, le français, l'espagnol, etc. Donc pour lui, l'idée que cette syntaxe peut s'appliquer aux tragédies de Corneille, c'était pas drôle. C'était pas drôle. Il n'aimait pas cette idée et c'est à l'époque que j'ai découvert, je me suis rendu compte qu'il n'arrive pas, dans un article des années 60, à expliquer pourquoi cela était possible. C'est que la syntaxe de Chomsky, élégante qu'elle est, intéressante qu'elle est, visiblement un grand progrès par rapport au distributionnalisme, au niveau quand même mathématique, elle peut engendrer toutes les phrases imaginables dans tous les langages imaginables. Elle est ce qu'on appelle en anglais trivial. Elle n'a pas la force de spécificité que Chomsky et les Chomskiens espéraient avoir, c'est-à-dire engendrer seulement le langage naturel. J'ai profité de cela sans le savoir, puisqu'effectivement, elle ne s'applique pas seulement à tous les langages, mais aussi aux structures des intrigues. Et c'est pour cela que j'étais aussi très content d'avoir mis recherche et proposition. C'est faux, je m'excuse, c'est comme ça, ça arrive en science. On n'est jamais complètement sûr. Mais en travaillant sur les tragédies anglaises par la suite, sur les tragédies de cet auteur remarquable qui est moins connu que Shakespeare, un peu plus vieux que lui, Marlowe, Christopher Marlowe, okay? Je me suis rendu compte que lorsqu'on définit les actions, pour comprendre une action, comme dans les grammaires de Pope, par exemple, transgression, réparation, pour comprendre pourquoi une action est désirable ou interdite, il ne suffit pas de dire tout simplement transgression. Il faut savoir aussi quelles sont les maximes que le personnage suit. Par exemple, dans les tragédies historiques de Shakespeare, dans les tragédies de Marlowe, il y a un sort de maxime qui dit le plus grand bien sur cette terre est la couronne royale. Donc ils doivent tous tuer, s'assassiner les uns les autres pour avoir la couronne. Si vous voyez une pièce de Shakespeare, nous je ne sais pas si on applique cette maxime de nos jours, évidemment non. Mais quand même, si on va voir une pièce de Richard II, Richard III de Shakespeare, ou si jamais vous allez voir Tamburlaine de Marlowe, on se rend compte de cette maxime tout de suite. Tout de suite. On la saisit immédiatement. Elle fait partie des maximes les plus plausibles à l'intérieur de celles qui guident l'action humaine. Et ça me mettait en quelque sorte très très près de la réalité humaine. J'aimais Marlowe parce qu'effectivement, on voyait comment ce personnage monstrueux, Tamburlaine, appliquait cette maxime et tuait chaque fois, dans chaque ville où il arrivait, il tuait tout le monde. Par contre, de plus en plus, le structuralisme dans sa forme un peu extrémiste, qui pensait que les œuvres littéraires sont fermées sur elles-mêmes et qu'elles ne réfèrent qu'à elles-mêmes, en quelque sorte elles sont autoréférentielles, me semblait assez bizarre, puisque on nous assurait à l'époque à l'époque, il y a comme une sorte de fermeture, comme on appelait cela, la clôture du texte. La clôture du texte. Tout d'abord, je me disais, bon, le texte, parfois, on ne sait pas, on ne le connaît pas. Dans Hamlet, il y a deux versions. Aucune des deux versions n'est pas sûre, puisque
ce sont la mémoire des acteurs qui ont noté tout ceci. Est-ce que le texte de Hamlet n'existe pas? Mais l'action de Hamlet existe, et tout le monde se rappelle de l'action de Hamlet, et tout le monde se rappelle de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Il faut sortir, je me disais, de cette notion de texte. Il faut dire, voilà, il y a une œuvre littéraire, et cette œuvre littéraire parle de certaines choses. Elle parle de certaines choses. Et je ne savais pas comment faire au début des années 70, juste après la publication de mon livre sur Corneille. C'était même avant la publication. J'avais fini de l'écrire et je le réécrivais chaque année un peu. J'ai parlé avec un collègue philosophe à Ottawa de comment parler du sens. Comment parler de manière assez rigoureuse et scientifique. Et c'est lui qui m'a introduit, qui m'a signalé les travaux de Saul Kripke sur les mondes possibles, la logique des mondes possibles. Et d'un coup, je me suis dit, voilà, il faut aller là. Et je me suis rendu compte aussi que ce grand écrivain et théoricien Umberto Eco avait déjà publié un article, il avait déjà vu cela. C'était toujours un des premiers à voir toutes les choses nouvelles. Et comment est-ce qu'on peut à la fois pouvoir dire que les œuvres littéraires parlent de quelque chose et pouvoir dire aussi que ce dont elles parlent n'est pas nécessairement le monde réel. Et cette logique des mondes possibles me semblait extrêmement prometteuse. Et la raison pour laquelle, moi personnellement, j'ai adopté le terme logique, univers de fiction, fictional world, au lieu de possible world, bon, c'est un détail, tout simplement parce que, en réalité, beaucoup de ces mondes ne sont pas possibles au sens logique strict. Enfin, mais enfin, c'est une question de terminologie, cela n'a pas beaucoup d'importance. J'ai voulu tout simplement dire de fiction, fictional, pour qu'on ne puisse pas soulever des arguments d'ordre ontologique. On l'a fait d'ailleurs, je vais revenir à cela tout de suite. Alors, à propos des objets dont on parle, la philosophie de l'époque respectait encore le positivisme logique et une certaine attitude extrêmement rigoureuse et extrêmement rigide à l'égard de la référence, pour éviter les absurdités, les spéculations pour eux sans intérêt. Ils voulaient qu'une phrase ait du sens seulement lorsque l'objet dont la phrase parle existe. Par exemple, le fameux exemple de Bertrand Russell, que tout le monde répétait à l'époque, était le roi actuel de France est chauve. Cette phrase était fausse. Oui, pourquoi? Parce qu'à l'époque, déjà, la France était une république. Et donc, il n'y avait pas de roi de France. Mais dans la langue de tous les jours, je me disais, pas moi seulement, il y avait beaucoup de gens qui se disaient cela, dans la langue de tous les jours, l'attitude est plus tolérante. Si on dit, je ne sais pas, si on se souvient par exemple qu'en 1871, je crois, quand on a voté la République, le régime républicain, ça a passé par une voie. Mettons que la personne avait été malade et qu'on aurait élu cette catastrophe humaine qui s'appelait Henri V, disons que la phrase prononcée 2 ans plus tard aurait peut-être eu un sens, puisque peut-être lui il était chauve, je ne sais pas s'il était chauve, enfin heureusement qu'on n'a pas
que ça ne s'est pas passé, mais vous voyez, dans un esprit un peu plus tolérant, et je reviendrai à cela à la fin, puisque les historiens se rendent de plus en plus compte que l'histoire n'obéit pas à une nécessité historique constante comme on nous l'enseignait dans mon enfance, il est possible quand même de donner un sens à des phrases qui n'ont pas de référent dans le monde réel. Et cette tolérance est considérable lorsqu'il s'agit de fiction. Vous voyez, Hamlet est un personnage historique, mais prenons le colonel Chabert. Le colonel Chabert, si je dis le colonel Chabert est trop sentimental, était trop sentimental, il a perdu tout son argent parce qu'il était trop généreux. Est-ce qu'on peut dire que cette phrase est fausse parce que le colonel Chabert n'existe pas? Dans la philosophie d'Alexis Meinong, on peut étendre les objets dont on parle, et il n'est pas absolument nécessaire que ces objets existent dans notre univers. Et donc il est donc possible de dire des choses vraies et fausses, ou fausses, à propos des personnages littéraires. Et voilà pourquoi la théorie de Kripke a été si utile. Il s'agit ici de réfléchir un instant à ce qu'est un individu, un objet individuel. Par exemple, votre chapeau. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce chapeau? On pourrait dire, et il y a certains philosophes dont Searle qui disent cela, ce chapeau n'est rien d'autre qu'une liste de propriétés. Une liste de propriétés, évidemment, je ne veux pas insister là-dessus, il est fait de telle manière, acheté en telle année, ainsi. On fait une liste de propriétés. Mais on se rend compte tout de suite que cette liste de propriétés est imaginaire. C'est une imaginaire. On ne sait jamais exactement quelles sont toutes les propriétés, parce qu'il y a sûrement des propriétés atomiques, moléculaires et atomiques que nous ne connaissons pas et qu'on va découvrir dans l'image scientifique du monde des siècles après. La propriété d'un objet, j'ai relu cette année le journal métaphysique de Gabriel Marcel, publié dans les années 20, où il discute un peu la notion d'objet et de propriété. Il dit une propriété est en général une réponse à une question à propos de cet objet. Par exemple, vous l'avez acheté où? Je l'ai acheté là. C'est la propriété d'avoir été acheté là, et la réponse à une question. Elle ne fait pas partie de la liste. Les objets, nous dit la théorie causale des noms de Kripke, sont déjà là. L'objet est ce à partir de quoi les listes de propriétés peut-être vont être faites. On ne connaît pas ces propriétés, mais on sait que l'objet est déjà là. Et c'est avec ces objets qui sont déjà là, Hamlet qui est déjà là, et la deuxième idée de Kripke, ces mondes possibles qui ne sont pas nécessairement identiques au monde actuel, au monde réel, on peut imaginer avec une certaine tolérance la représentation de la fiction littéraire dans ce sens. Comment fonctionnent donc ces mondes-là? Parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Ce sont des mondes qu'on s'imagine. Comment on les connaît? Comment on sait ce qui se passe? Tout d'abord, de nouveau dans le cadre d'une certaine tolérance, on pourrait dire que dire nous connaissons ces mondes, c'est un peu fort. Le cognitivisme, admirable qu'il est, a quand même quelque chose d'un tout petit peu trop fort, puisque il ne s'agit pas exactement de connaissances, mais il s'agit d'un mélange
de connaissance et de vibration. Nous connaissons et nous raisonnons. C'est un peu comme dans les amitiés ou dans l'amour. On ne peut pas dire... Bon, dans la Bible, on dit « il a connu cette femme » au sens sexuel, mais dans l'amitié, dans l'amour, on connaît bien entendu l'autre personne, mais on raisonne. Il y a une résonance. Il y a quelque chose de tout à fait différent. On participe ensemble à quelque chose. Et je dirais, avec les œuvres littéraires aussi, si le destin de Hamlet me trouble, et surtout la manière inadmissible dont il se comporte avec Ophélie, me révolte, c'est parce que je participe d'une certaine manière à ce que Jean-Marie Schaeffer appelle très bien immersion dans ce mot. Je participe d'une certaine manière à ce monde imaginaire, bien entendu, et je ne sais pas exactement pourquoi je participe. Je ne sais pas. Certains théoriciens très valides ont parlé d'un pacte de fiction. Mais vous voyez, un pacte, c'est quelque chose qui implique des articles. La connaissance de chaque article est une signature. Mais je ne sais pas si ce pacte, s'il s'agit vraiment, cette participation est véritablement en vertu d'un pacte. Je suis ému, je participe à cela, je ne sais pas exactement pourquoi, et je suis heureux de ne pas le savoir. Parce qu'il s'agit de quelque chose d'autre que les pactes ou les conventions. Vous voyez, il y a une chose qui m'a toujours frappé, c'est la rapidité avec laquelle nous nous adaptons à certains milieux. Disons, mes parents étaient très très sévères avec moi, je devais rentrer toujours à 9h du soir, j'étais un enfant bien élevé comme on appelait cela, mais quand de temps en temps je sortais avec les pires garçons de ma classe, je m'adaptais immédiatement à leurs principes, j'étais absolument 100% d'accord, et en revenant à la maison, j'étais exactement comme mes parents. Je pense que tout le monde fait cela, une capacité d'adaptation extrêmement rapide au groupe auquel nous appartenons, même pour une demi-heure ou pour 3 jours. Nous comprenons immédiatement les maximes, les principes qui guident ce monde. Ce n'est pas un pacte. C'est pas un pacte. C'est tout simplement une manière rapide de participer. Et c'est cela, disons, qui s'applique peut-être à la fiction. C'est pour cette raison-là que le public, en général, comprend très rapidement les œuvres littéraires qui ont du succès, ou les œuvres dramatiques, ou les films. On n'a pas besoin de préface. On n'a pas besoin. J'ai écrit moi-même des préfaces, mais j'avais envie de commencer. Surtout ne lisez pas la préface, allez directement à l'œuvre. Et même plus tard, je me suis rendu compte qu'en lisant une œuvre littéraire, en voyant un film, je n'apprends pas quelque chose de nouveau. C'est très rare. Je reconnais en moi des choses qui étaient là et dont je ne me rendais pas tout à fait compte. C'est comme si les bonnes œuvres, et ici j'inclus aussi la littérature populaire, les films de masse, enfin tout ce qu'on méprise et qui est très très beau, il y a beaucoup de succès, ça nous fait reconnaître en nous des aspects qu'on ne connaissait pas. Et je me suis rendu compte de ceci en me souvenant qu'à l'âge, j'avais peut-être 20 ans, 19 ans, j'étais encore en Roumanie, à la plage, à la mer Noire, et je lisais Phèdre de Racine dans un exemplaire des classiques Garnier de l'époque, de la jeunesse de ma mère. Et le livre se décomposait, les pages volaient comme ça dans le vent partout. Et j'étais très très ému et je me disais, je suis Phèdre. Et je ne m'identifiais évidemment pas avec cette pauvre femme, mais tout ce qu'elle éprouvait, je le reconnaissais en moi. Récemment, des collègues de Nancy m'ont signalé
que le philosophe écossais Flint Shear, dont on vient de traduire son seul livre, Flint Shear, utilise ce terme de reconnaissance. Flint Shear, je l'ai appris, que je lis seulement l'année dernière, je viens de le découvrir, était un jeune Écossais, malheureusement il faisait partie de la génération qui a été détruite, en grande partie a été détruite par le sida. Il est mort très jeune. Étant un colloque l'été dernier, j'ai connu des gens qui l'ont connu. C'était extrêmement brillant. Et son livre qui en anglais s'appelle Deeper into Pictures, 1986, publié la même année que Fictional Words, et il est profondément influencé par Kripke. C'est quelqu'un que j'aurais vraiment Deeper into Pictures. Mais il vient d'être traduit en français, je ne me souviens pas du titre de la traduction, c'est très très intéressant. Et qui parle lui aussi, à propos des peintures, non pas de la littérature, mais ça s'applique à la littérature, il parle de la reconnaissance iconique des choses. Okay? On reconnaît, quand on regarde une statue ou une peinture, on reconnaît de quoi il s'agit. Et c'est la même chose en littérature. On apprend peut-être, mais surtout, on reconnaît ce qu'on nous présente. Il y a quelque chose en nous qui sait déjà, en grande partie, ce qu'on nous propose. Dans mon ouvrage publié à l'époque, j'ai réfléchi aux frontières, aux distances, aux dimensions et au fait que ces mondes-là sont incomplets. Ils ont, pour la distance, évidemment, il y a des mondes qui sont très distants, ceux de la tragédie classique, des poèmes épiques, des romans et des films populaires sur des mondes légendaires. Je ne sais pas si vous aimez comme mes filles et moi aussi Le Seigneur des Anneaux, ou comme à l'époque mon fils plus grand, La Guerre des Étoiles. J'avoue que c'est irrésistible. C'est des mondes très distants qui sont là. Pourquoi ces œuvres sont-elles si aimées? J'y reviendrai vers 10h30. Ou alors des mondes très proches, où, plutôt depuis 2 ou 3 siècles, la proximité essaie de se généraliser. Je pense bien entendu au roman de Richardson au XVIIIe siècle de Clarisse et Pamela. Ces distances et cette proximité font partie intégrante du jeu de la fiction. Pour les frontières, elles sont parfois évidentes, mais parfois un peu moins. Je viens de lire un ouvrage de Francesco Orlando. Vous savez, c'est ce critique italien qui a décédé il y a quelques années et qui a été dans sa jeunesse, qui connaissait bien Lampedusa, l'auteur du Guépard. C'est un très beau livre sur le surnaturel. Où il parle du surnaturel et de sa présence en fonction des croyances de l'époque. Puisque le surnaturel, dans un miracle médiéval, fait partie du monde. Mais dans la métamorphose de Kafka, un jeune homme qui se transforme en insecte, c'est déjà autre chose. Il est projeté plus loin, tout en étant très, très proche. Il y a, dans l'évolution historique de la littérature, la mémoire des anciennes ontologies. Les choses qui étaient plausibles pour Platon, et pour Homère n'en parlons plus, je ne sais pas pour quelle raison, elles sont immédiatement plausibles pour le lecteur. C'est la lenteur du changement de l'image manifeste du monde et la facilité avec laquelle nous reconnaissons, nous participons à une littérature qui parle d'une image manifeste disparue depuis longtemps. Et les folkloristes connaissent cela très très bien, parce que si on lit une anthologie de contes populaires du monde entier, on les reconnaît immédiatement, quelle que soit la culture. On s'habitue plutôt immédiatement à cela. Et c'est Orlando qui dit ceci, il a vu juste. La fiction nous permet de retrouver la beauté
du passé, des ontologies du passé, sans y adhérer nécessairement. Maintenant, ce livre est apparu il y a longtemps, il a été critiqué, et je vais vous présenter un tout petit peu certaines de ces critiques, dont il y a qui sont très justifiées. On a critiqué l'usage du terme monde. Oui, ce ne sont pas vraiment des mondes, c'est des produits de l'imagination. Je ne sais pas ce qu'aurait dit David Hume à propos de cela, parce que lui, il a toute une théorie de l'imagination. Je pense que Hume n'aurait pas aimé le terme monde, je m'excuse. Il vient de Leibniz, il vient d'une philosophie un peu différente. Mais nous ne pouvons pas nous dispenser de termes un peu métaphoriques dans notre discipline. C'est pas possible. Même un terme si juste que celui de immersion de Schaeffer à propos de notre participation au monde visuel, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Donc, il faut souligner, oui, ces mondes sont une métaphore. Possible et non fictionnel. Les gens qui continuent comme Marie-Laure Ryan et Lubomir Dolegel, même des amis d'ancienne date, ils continuent d'employer les mots possibles, le terme possible, parce que Lubomir est convaincu qu'à un moment donné, on pourra vraiment transformer nos disciplines en sciences proprement. Et donc il a un plan en terminologie plus technique. C'est une préférence qui tient de cet espoir. Oui, si on se rappelle que ces mondes ne sont pas possibles ici, mais dans notre univers, d'accord, il n'y a aucun problème. Je voulais tout simplement signaler que fictionnel est un tout petit peu plus détendu. Concernant les théories linguistiques de la fiction, Käthe Hamburger, Dorit Kohn, des analyses très fines. Mais j'avoue qu'elles sont, pour moi en tout cas, très peu convaincantes. C'est comme si telle tournure syntaxique signalait la fiction. Il s'agit ici du fameux discours indirect libre. Je le dis toujours, je vous le dis à vous aussi, si vous l'avez entendu parler. Les gens, excusez-moi. Moi, quand je lis La princesse de Clèves, je ne fais pas attention au discours indirect libre. Je veux savoir ce que c'est dame. Pourquoi elle fait tout ceci? Dans une période où il n'y a pas de carte de crédit, on ne peut pas avoir des dettes comme celle qu'elle a. Voilà ce qui me préoccupe lorsque je lis la princesse de Clèves. Mais enfin, c'est vrai que l'usage stylistique de toutes sortes de figures, y compris le discours est splendide chez Flaubert. Mais je crois quand même pouvoir dire que le discours indirect libre est employé non pas pour indiquer la fiction, comme croit surtout Käthe Hamburger, mais pour indiquer une certaine identification empathique avec l'autre. Et c'est la raison pour laquelle ce discours indirect libre se retrouve aussi dans les plaidoiries d'avocats, dans toutes sortes de discours où il s'agit d'essayer de s'identifier de manière empathique avec l'autre. Et les écrivains le font aussi. Et ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup d'œuvres de fiction où cela n'existe pas. Je ne crois pas, et je suis bien pas le seul, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la possibilité d'identifier dans des traits formels, syntaxiques ou sémantiques d'un texte, son caractère fictionnel. C'est comme dire, voilà, je vous présente ici 3 peintures. L'un est le portrait de Erasme, l'autre c'est une scène mythologique, quelque chose à propos d'Apollon, mettons, et l'autre c'est une scène de l'Évangile. Est-ce que vous croyez qu'en analysant la peinture et le dessin, on va savoir quelle est la différence entre la fiction mythologique et le portrait d'Erasme? Je ne crois pas. Il s'agit, c'est au-delà du caractère technique. Et il y a des nouveaux développements depuis, très importants et très bien décrits par Marion Renaud dans
la philosophie de la fiction. J'ai constaté que beaucoup d'ouvrages plus récents sur la fiction se proposent de la définir. Et c'est très 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 bien, mais moi j'ose pas cela, puisque hélas, j'ai eu un traitement des injections de Wittgenstein dans ma jeunesse. Je n'ose pas définir, il y a une telle différence. Mais c'est très très bien, quand même, c'est une bonne chose de définir la fiction. La fiction comme acte illocutoire, ça revient souvent, c'est l'idée de Searle présentée de manière plus cohérente que chez Searle par Curry, attitude prise par le lecteur, croyance feinte, comme on le dit, par coordination avec l'auteur qui attend cela des lecteurs. Et c'est la même idée de chez Lamarck et Olson. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ça existe, mais en quelque sorte, on peut aussi parler, non pas des énoncés, mais de ceux dont les énoncés parlent. C'est très intéressant de regarder les énoncés, mais c'est encore plus intéressant de voir ce que fait Madame Bovary, indépendamment des rapports entre moi et Flaubert en lisant ce texte. Aussi, la fiction comme jeu est un aspect très très important que je n'ai pas assez souligné. C'est vous qui l'avez très très bien souligné. C'est très juste. La fiction, l'art a cette dimension ludique qu'il ne faut absolument pas souligner. Et vous avez raison en quelque sorte. Même le jeu d'échecs est une fiction, un jeu fictionnel. Oui, c'est cela. C'est extrêmement important de ne pas oublier. Schaeffer aussi, qui parle de fin ludique comme Lamarck et Olson, il s'oppose de manière très saine et très juste à l'idée que tout est fiction, l'histoire comprise. À l'époque, j'étais plus si jeune que cela, c'était à peu près il y a une trentaine d'années, 25 ans, les historiens avaient une théorie selon laquelle l'histoire c'est de la fiction. Non, la réponse est non, il faut faire très attention. Gérard Genette a introduit avec son approche formaliste, les jeux de niveau de fiction. La métalepse, c'est cette notion qui regarde les sauts de l'imagination. Et Marion Renaud, avec beaucoup de sens dans son approche pragmatique, insiste sur l'information qui est là et l'invention nouvelle, ce qui ajoute à ces informations. L'ouvrage de Françoise Lavocat, Fait et fiction pour une frontière, très récent, c'est une splendide défense de la séparation entre fiction et vérité. Elle n'est pas d'accord, mais enfin, j'ai la liberté de mes opinions, sauf que, oui, et de vous ajouter, mais pas celle de les exprimer devant tout le monde. L'ouvrage de Quentin de Liermoz et de Pierre Singavelou, pour une histoire des possibles, est une splendide défense des considérations contrefactuelles en histoire. L'histoire, chers camarades, n'est pas une succession nécessaire. Hegel doit aller se coucher. C'est pas comme ça. À n'importe quel moment, dans cette société folle qui est composée d'êtres humains comme vous et comme moi, donc des êtres imparfaits, capricieux, imprévisibles, et imparfaits, capricieuses, imprévisibles, à chaque moment, quelque chose de différent aurait pu se passer. Oui, tout ce que vous avez appris est vrai, mais pas nécessaire.